ce webinaire qui est directement relié, comme vous le savez, à la publication Topo numéro 7, qui porte le titre, le même titre que notre webinaire aujourd'hui, donc environnement socio-culturel et habitudes de vie des adolescents, mieux comprendre pour mieux agir. Et comme Mélanie vous l'a mentionné, on va faire très vite, parce que, comme c'est souvent le cas, on a peut-être mis un petit peu trop de diapos dans notre présentation. Donc, on va procéder assez rapidement pour essayer de garder le plus de temps possible pour les questions. Et on espère donc qu'on aura des questions. Et si jamais on n'avait pas le temps de répondre à tout, on s'engage à formuler, pour les questions qui nous seront communiquées par écrit, donc on s'engage à quand même vous soumettre des réponses, à vous transmettre des réponses. Et le tout sera disponible sur le site web de l'Institut dans la page web de la collection Topo. Donc, allons-y. Soyez indulgents, c'est notre première avec la technologie comme ça aujourd'hui. Et comme je disais à Marie-Claude, je pense qu'on va avoir du fun aujourd'hui. Bon. Donc, le plan de l'exposé, le projet d'abord rapidement, l'objectif, le cadre théorique du projet, sa méthodologie. Ensuite, on va vous présenter les résultats en 2, 3 et 4. Donc, en 2, les résultats de la collecte de données auprès des équipes écoles. En fait, ça, c'est un petit plus par rapport à la publication, parce qu'on n'avait pas tellement abordé les résultats de la collecte auprès des équipes écoles. Ensuite, le point 3, qui est le principal point, les résultats des entrevues auprès des adolescents de 12 à 14 ans. En point 4, un bref retour sur les réactions, finalement, des équipes écoles aux résultats, aux premiers résultats de la collecte. Et finalement, la conclusion. Donc, le projet ADO 12-14, c'est une recherche qui a été conçue par une équipe multidisciplinaire. En fait, le contexte, il faut dire que c'est une réponse à un appel de proposition du Fonds de recherche québécois sur la société et la culture. Et la recherche a été conçue et réalisée en collaboration entre l'Institut national de santé publique, l'Université de Montréal et l'Institut national de la recherche scientifique, INRS. Bon, comme vous voyez, une équipe de recherche quand même assez importante avec Marie Marquis de l'Université de Montréal comme responsable. Et l'objectif principal du projet, évidemment, était de mieux comprendre les dimensions socio-culturelles des pratiques alimentaires et d'activité physique des adolescents québécois de 12 à 14 ans dans une perspective d'action pour prévenir les problèmes de poids. Bon, vous remarquerez que ça, c'est peut-être moins fréquent, qu'on aborde en même temps les pratiques alimentaires et d'activité physique, et c'est sûrement une caractéristique du projet. Notre cadre théorique reposait d'abord sur la vision commune des environnements favorables, comme vous le savez, environnement physique, environnement politique, économique et socio-culturel. Tous ces environnements influencent grandement nos habitudes de vie, et le projet est centré sur l'environnement socio-culturel, donc ses principales constituantes, disons, étant les rapports sociaux, les règles sociales et les représentations de la réalité, comme on a rappelé dans la publication. Ensuite, notre cadre théorique, si vous voulez, on a adopté en quelque sorte deux angles d'observation. D'abord, l'approche écologique, qui remonte, si on veut, à la psychologie et avec Bronfenbrenner. Approche écologique qui dit que l'individu est influencé par son milieu, en quelque sorte, si vous voulez, en forme de cercle concentrique, et influencé d'abord par les gens qui sont les plus proches de lui. Dans ce cas-ci, les jeunes, donc on a examiné le réseau le plus près des jeunes, autant que possible, donc la famille, les pères à l'école, et on a regardé un peu plus largement les messages de la société, les médias, la publicité, etc. L'autre angle, ce sont les dynamiques adolescentes, c'est-à-dire les caractéristiques propres du développement au moment de l'adolescence, donc à 12-14 ans. Et ici, on pourra retenir autonomisation, normes sociales, perception de soi et dynamique de pouvoir. Donc, ces deux angles nous ont permis de formuler nos questions auprès des adolescents. Évidemment, c'est une méthode qualitative. Notre échantillon principal est composé de 49 adolescents répartis, donc 22 filles, 27 garçons répartis dans 4 écoles, en milieu urbain, Québec et Montréal, milieu périurbain dans les Laurentides, et milieu rural dans le Bas-Saint-Laurent.
Ces écoles, évidemment, étaient de divers milieux socio-économiques, de plus ou moins... donc, même, on peut dire qu'on avait les extrêmes, là, les niveaux de défavorisation de 1 à 10. Ensuite, en plus de cet échantillon principal d'adolescents, on avait un échantillon complémentaire, si on veut, d'adultes. Donc, on est allé rencontrer dans chacune des écoles ce qu'on a appelé l'équipe école, qui était bien entendu formée de la direction, mais également d'enseignants et de professionnels directement concernés par la promotion des saines habitudes de vie à l'école. Donc, on les a rencontrés avant pour leur demander un peu leur perception de l'attitude des jeunes par rapport aux saines habitudes de vie. Et on les a rencontrés après également pour leur demander leur réaction aux résultats qu'on avait trouvés, à ce qu'on avait trouvé. Pour notre analyse, on a utilisé, évidemment, on a utilisé comme outil le logiciel Anvivo. Donc, on a développé d'abord une première grille de code thématique à partir de notre cadre théorique et de notre... à partir de notre cadre théorique. Et donc, cette grille de code à partir du questionnaire également. Donc, notre cadre théorique et notre questionnaire. Et cette grille a été raffinée progressivement à travers plusieurs opérations itératives avec l'équipe de recherche toujours. Et à la fin, on a effectué une certaine triangulation, si on veut, en présentant des résultats qui n'étaient pas définitifs aux équipes écoles dont j'ai parlé précédemment. Donc, on passe maintenant à la présentation des résultats. D'abord, les résultats de la collecte de données auprès des équipes écoles. Donc, c'était des discussions de groupe dans chacune des écoles, où on abordait d'abord le contexte général de la promotion de la saine alimentation et du mode de vie physiquement actif à l'école. Et toutes les écoles ont fait un peu le même constat, c'est-à-dire qu'il y a des progrès depuis 2008 surtout avec l'implantation de la politique cadre du MES, mais également il y a consensus pour dire que l'implantation peut être inégale et incomplète dans certains cas. Ce qui est intéressant et ce que vous voyez en caractère orange, c'est que les équipes écoles nous ont fait valoir qu'il y a quand même certains facteurs qui pour eux sont importants, qui sont des facteurs externes à l'école et qui influencent la promotion de la saine alimentation et du mode de vie physiquement actif. Donc l'impact des inégalités socio-économiques, les changements au sein de la famille et le climat social, pro-performance, consommation. Il y a une école en particulier où on nous a dit qu'on remarquait que plusieurs jeunes ressentaient une pression à la performance et que ça pouvait les mettre dans une situation où c'est difficile de faire en plus auprès d'eux la promotion des saines habitudes de vie. Pour ce qui regarde plus particulièrement l'alimentation, on remarque évidemment qu'il y a une offre alimentaire attrayante à l'extérieur de l'école. Ce n'est pas toujours le cas, mais parce qu'il y a des écoles où, disons, cette offre est moins présente, mais lorsqu'il y en a une, c'est évident que ça a un effet sur les jeunes. Et on remarque également que lorsque les jeunes s'expriment sur l'alimentation, leurs connaissances sont confuses, et on reviendra là-dessus justement parce que c'est quelque chose qui était remarqué par les équipes écoles, mais ce sera confirmé par nos observations par la suite. Pour ce qui est de l'activité physique, c'est un petit peu désolant d'entendre surtout les éducateurs physiques qui nous disent que selon eux, les jeunes seraient moins intéressés qu'autrefois par l'activité physique en général. On se demande dans la discussion, on se demande si la non-participation au sport est synonyme de sédentarité. C'est peut-être pas toujours le cas, comme on le verra aussi dans nos résultats plus loin. Comme plus positif, on peut dire que il y a quand même des jeunes qui participent plus au sport et aux activités physiques en général, mais on remarque qu'ils sont peut-être plus habiles socialement, ces jeunes-là, donc il y a un lien à faire ici. Que la famille est toujours un déterminant important, que l'environnement physique est souvent peu favorable, et que la compétition des écrans est là, évidemment, elle est remarquée par tous. Ça, c'est pas une grande découverte. Pour ce qui est de l'image corporelle, encore une fois, toutes les équipes écoles remarquent que la stigmatisation des élèves en surplus de poids existe et
que également, il y a de la préoccupation excessive à l'égard du poids. Et c'est sûr qu'on peut pas nier que les messages de santé publique peuvent être un des facteurs, en tout cas, qui contribuent à cette préoccupation excessive, même chez les jeunes de 12 à 14 ans. Bon, je vais maintenant vous présenter les résultats des entrevues auprès des adolescents. Il y a trois sections à la section des résultats des entrevues. On va d'abord regarder une section en lien avec la famille, une deuxième section en lien avec les pairs et une troisième section plus sur la société, donc les mêmes influences du cadre théorique là, qui a été utilisé pour guider la recherche. Alors, en alimentation, au niveau de la famille, les constats en alimentation, on voit qu'il est la principale référence en matière d'alimentation. Il y a une diversité des formes du contrôle parental et l'autorité parentale et l'autonomisation des jeunes se négocient entre 12 et 14 ans. Les jeunes veulent prendre de plus en plus d'autonomie par rapport à leur alimentation et les parents doivent s'ajuster évidemment à cette réalité. Alors ici, on a Benjamin, 13 ans. D'ailleurs, tous les noms que je donne de jeunes sont des pseudonymes, donc ce ne sont pas les noms réels des jeunes. Par contre, ils sont cohérents. Donc, si je parle de Benjamin ici et plus tard, ça reste que c'est toujours Benjamin qui a dit ça. Donc, au niveau du contrôle parental, Benjamin nous dit « Quand ma mère n'est pas là pour me dire quoi manger, disons que je mange moins bien. Parce que j'aime que ma mère me fasse des repas. C'est mieux quand mes parents sont là parce que j'ai plus de barrières pour manger des trucs. » Donc, Benjamin est soucieux de son alimentation, puis il apprécie dans le fond le cadre que ses parents lui procurent par rapport à ça. En ce qui concerne l'autonomisation, il y a Zoé, 14 ans, qui nous dit « Je mange plus équilibré. Quand j'étais jeune, je ne savais pas ce que c'était manger bien, mais maintenant, je ne mange pas plein de nouilles avec un peu de sauce. J'essaie d'équilibrer le plus possible avec l'aide de ma mère. » Encore une fois, ici, peut-être l'encadrement est un peu moins important que chez Benjamin, mais il y a quand même un apport des parents qui est important pour orienter l'alimentation des jeunes. En activité physique, au niveau de la famille, les valeurs et les préoccupations des parents peuvent générer des attitudes plus ou moins favorables à l'activité physique chez leurs adolescents. Des fois, c'est des préoccupations au niveau de la sécurité d'une activité physique ou du contexte dans lequel elle est faite. Alors, certains jeunes comptent sur leurs proches pour s'adonner à de l'activité physique. Alors, comme on va le voir, peut-être que c'est les jeunes aussi qui ont un réseau social un peu moins fort. Puis les jeunes accordent de l'importance à la reconnaissance parentale de leur réussite. Donc, pour les parents, pour les jeunes, c'est très important que les parents reconnaissent qu'ils sont bons, finalement. Donc, au niveau de la reconnaissance parentale, on a Alexia, ici, 13 ans, qui nous dit « Ma mère a vraiment été impressionnée quand, exemple, mon spectacle de danse, elle était vraiment impressionnée de comment, elle me trouvait bonne. Alors, moi, j'étais contente un peu, tu sais, je me sentais bien. Je trouvais que j'avais bien les mouvements, que j'étais gracieuse. Donc, c'est un renforcement positif qui est toujours apprécié des jeunes. En ce qui concerne les normes corporelles, comme on disait, les jeunes essayent de s'autonomiser, de prendre plus d'autonomie entre 12 et 14 ans. Donc, le contrôle du corps s'exprime par le biais de pratiques alimentaires. Ça fait partie de l'autonomisation. En ce qui concerne la quantité d'aliments, la quantité de collation qui est prise, le contrôle de la faim, le contrôle du poids et cette expression de contrôle de soi s'exprime davantage en contexte familial. Alors, on a un exemple ici de Charlotte, qui est une jeune en surplus de poids qui essaye de contrôler son poids. Elle dit « Je prends un verre de lait ou un verre d'eau s'il ne reste plus de lait. Je m'en reprends jamais, surtout maintenant. C'est pas un régime que je fais, mais c'est un régime pour moi. C'est moi qui me le donne, puis c'est moi qui dis « Franchement, tu ne vas pas en prendre un autre, là. » Puis je me dis « Non, peut-être pas, non. Bois un verre d'eau, ça va être correct. » Donc, on voit qu'elle est quand même très restrictive avec son alimentation, ce qui n'est peut-être pas idéal pour une jeune fille qui est encore en croissance. Alors, si on regarde les implications pour l'action en ce qui concerne la famille, il faut soutenir les familles dans leurs efforts pour offrir une alimentation saine aux adolescents, entretenir un climat familial favorable, un mode de vie physiquement actif, puis transmettre des normes corporelles saines au niveau de la diversité corporelle, bien-être, convivialité, le plaisir aussi de manger puis de s'adonner à de l'activité physique. En ce qui concerne les pères maintenant, on passe de la famille aux pères. Les constats pour les pères en activité physique, pour les jeunes, l'activité physique, c'est vraiment un moyen de se faire des amis puis d'être avec ses amis. Donc, c'est très important de faire partie d'un groupe, de ne pas être mis à part. Il y a vraiment une différence pour les jeunes de l'activité physique dans un contexte formel, du cours d'éducation physique à l'école et dans un contexte informel avec les amis, avec la famille. Dans le voisinage. Puis les filles et les garçons ont vraiment deux approches très différentes à l'activité physique. On le voit ici, Noah, 14 ans, encore une fois, c'est un jeune qui a un surplus de poids puis qui tente de perdre du poids. On lui demande, est-ce que tu te considères actif? Il dit non. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de sport. Ma mère, elle m'oblige à faire du sport, mais moi, je ne veux pas.
Encore, la prof d'éduc m'oblige à faire du sport, mais moi, je veux pas. J'aime pas faire du sport, j'aime pas bouger. Après ça, un peu plus tard, dans la même section, il dit, ben, j'aime nager, j'aime danser seulement. Comme le soccer, je le joue avec mes amis, le basket, pas trop. Puis j'aime faire de la bicyclette. Donc, on voit que finalement, un jeune qui peut sembler ne pas faire de sport, ne pas être actif, il y a quand même des activités qu'il aime où il pourrait être plus actif peut-être aussi. En ce qui concerne encore l'activité physique, ben, l'activité physique à l'école, dans un contexte formel, rebute certains adolescents, principalement à cause d'évaluations intimidantes. Alors, notre performance physique peut être rendue publique et c'est intimidant pour plusieurs jeunes. Les activités imposées peuvent être non attrayantes. Il y a une culture de la performance qui ne convient pas à tous, des fois qui est en sous-texte dans le cours d'éducation physique, peut-être pas partout, mais certains jeunes le ressentent, puis il peut aussi y avoir de l'élitisme dans certains sports. L'école est aussi un lieu d'exploration de l'activité physique, puis les enseignants, les jeunes nous ont parlé que les enseignants peuvent promouvoir des valeurs de respect mutuel et de collaboration. Ils reconnaissent que c'est important aussi. Alors, on a Jérémy qui parle du jugement des autres dans un contexte de plus de cours d'éducation physique. Il y en a qui disent « t'es pas bon dans ce jeu-là, t'es rien, t'es pas bon, t'es nul ». Comme ça, puis là, c'est gênant. C'est sûr que ça ne fait pas la promotion de l'activité dans ce temps-là. Puis ici, on a Olivia, 12 ans, qui, elle, reconnaît vraiment les valeurs que son enseignant essaie de lui transmettre durant le cours d'activité physique. Alors, elle dit, l'enseignant en éducation physique, il aime beaucoup les filles, il y a beaucoup d'expérience, comme il dit tout le temps, il y a des gens qui trichent à des jeux, mais entre les élèves et lui, il faudrait tout le temps dire la vérité, être honnête. Il nous parle des vraies valeurs entre nous. C'est intéressant parce que ça fait penser plus mature, moins centré sur soi. Donc, elle reconnaît ces valeurs-là, puis elle trouve que c'est intéressant aussi. En ce qui concerne l'alimentation et les pairs, ben, le repas scolaire, la cafétéria, le lieu de repas, c'est un théâtre de dynamique sociale où il peut y avoir beaucoup de sociabilité, mais beaucoup de tension sociale aussi. Alors, c'est très important pour les jeunes de ne pas être vus en train de manger seuls. Plusieurs stratégies d'évitement sont mises en place. Alors, quand on parle de dynamique sociale, ici, c'est Émile, 13 ans, il dit, il y en a qui ne savent pas trop où aller, qui sont comme rejetés. Ils vont s'asseoir à côté d'une personne qui est comme, non, on va-t'en. Nous, on est plus, bon, d'accord. De temps en temps, il y en a qui nous suivent parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire de leur midi. Nous, on n'est pas méchants avec eux comparé aux autres. Alors, Émile, dans le fond, c'était un jeune qui était stigmatisé avant, un peu plus, qui s'est fait des amis, puis que là, qui essaie de rallier peut-être d'autres personnes à son nouveau petit groupe de pairs. En ce qui concerne les normes corporelles, bien évidemment, les jeunes s'évaluent selon leur performance physique. Il y a beaucoup de changements physiques aussi entre 12 et 14 ans. Le cours d'éducation physique, la course à pied, l'affichage des résultats, c'est toutes des choses qui les mettent vraiment face à leur performance du corps. Puis les jeunes qui sont plus performants, évidemment, aussi sont socialement plus valorisés dans l'école. Puis ces normes-là corporelles s'expriment davantage à l'école puis en lien avec les pairs à l'école. Alors ici, on a Olivia, 12 ans, qui nous dit « Les garçons, ils t'encouragent moins quand tu es une fille. Ils te parlent moins, ils ne te passent pas le ballon parce qu'ils ne font pas confiance, parce qu'ils veulent tout le temps gagner. » Donc, c'est un commentaire qui est revenu à quelques reprises. Florence aussi parle d'un test d'IMC. Elle dit « On a eu un test d'IMC en éduc. Moi, j'aimerais me rendre à 20. Puis là, je suis à 21. Peut-être que ça pourrait m'aider à me motiver de faire du sport un peu, mais des fois, j'y pense puis je me dis tantôt. Tu sens qu'il faut que tu fasses du sport si tu veux maigrir? Oui, c'est bon pour la santé aussi. » Donc, on voit que la performance, le niveau d'IMC ici est vraiment évalué comme étant une évaluation de soi, puis qu'il faudrait peut-être l'améliorer, même si ici, on sait qu'avec un IMC de 21, il n'y a pas besoin d'amélioration. En ce qui concerne les implications pour l'action des pairs, ben, ce serait important de créer des espaces de repas scolaires favorisant la sociabilité. Donc, c'est peut-être pas une grande cafétéria avec 500-600 personnes qui est le plus favorable pour la sociabilité. Encourager la pratique d'une grande diversité d'activités physiques, promouvoir le plaisir de bouger avant la performance, tenir compte des aptitudes et des besoins de chaque jeune en ce qui concerne l'activité physique, puis associer le jeune à la conception, la mise en œuvre des mesures puis des messages, ça va favoriser la participation. Je te laisse là. Bon, à moi de continuer. Vous voyez ici un stop avec un no stopping en même temps, et je ne sais pas si ça existe vraiment, mais en tout cas, on a été frappé, disons, tout au long de notre analyse, et en conclusion, c'est évident qu'on va revenir là-dessus. On a été frappé par le fait que les jeunes perçoivent des messages contradictoires dans le paysage socioculturel. Et en alimentation, par exemple, ils perçoivent vraiment un discours alimentation-santé, mais en même temps, ils sont environnés par une proposition commerciale qui favorise la malbouffe.
De la même façon, les parents et l'école ont un certain message sur l'alimentation santé qui semble être perçu par les jeunes comme un message alarmiste. Ce qu'ils retiennent, c'est plutôt les choses négatives. Il ne faut pas s'étonner après ça que les propos des jeunes soient confus et lacunaires lorsqu'ils parlent. En fait, c'est incomplet leur connaissance et c'est surtout confus, comme on va le voir peut-être avec des extraits. Donc, Alexia, 12 ans, nous dit « On a comme des réunions à l'école ou quelque chose comme ça par rapport au guide alimentaire. Puis comment ça peut être mauvais pour notre santé, telle affaire. » Ben, tu sais, des fois, je me contrôle puis je me dis « Ben, ce serait peut-être mieux que j'arrête, là. » En fait, là, ce qui est intéressant de voir, c'est que le guide alimentaire canadien propose ce qui est bon pour la santé. Et ce qui semble être retenu ici, c'est que le guide nous dit qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Donc, c'est assez contradictoire. Le discours est vu par les jeunes aussi comme omniprésent dans leur environnement. Alors, Vincent, 13 ans, nous dit « J'essaie de manger plus santé. » L'intervieweur, depuis qu'ils t'ont dit ça à l'école? Oui. Ou à la télé? À l'école. Qu'est-ce que tu fais pour manger plus santé? J'essaie de manger moins de cochonneries. Comme quoi? Ben, moins de coke et tout ça, des chips et tout ça. Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était la chose à faire? Ben, ils en parlent partout, à l'école, à la télé et tout. Alors, c'est évident, et ça, c'est le genre de propos, si vous voulez, qu'on a entendu de la part de plusieurs jeunes. Donc, les constats, les principaux constats pour ce qui est de la société, en activité physique plus précisément, la performance, c'est sûr que ce n'est pas présent partout, mais il y a une espèce de présence latente de la performance dans les sports et en général à l'école, qui fait que ce n'est pas toujours favorable. Et alors que, d'un autre côté, la santé publique porte plutôt un message de plus grande participation possible. On peut y percevoir une contradiction et les jeunes, d'après ce qu'ils nous ont dit, on a perçu qu'eux voyaient une contradiction. Par exemple, Florence, 14 ans, est axée, pour ce qui est de la performance en course à pied. Est-ce que tu te considères comme une personne active? Pas vraiment, parce que je ne suis pas trop bonne. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es moins bonne? En éducation physique, ils mettent nos résultats des tests sur des tableaux. Moi, je suis classé dans la catégorie faible ou acceptable. Il y a 5 niveaux. Conditions physiques excellentes, bonne, acceptable, faible ou très faible. Je me situe entre bonne et faible. Ça dépend des tests. La course, je ne suis pas bonne. Donc, vous voyez, ça ne semble pas être positif, l'évaluation dans ce cas-ci, et le plaisir de bouger est complètement mis de côté. Pour ce qui est des normes corporelles, encore une fois, on est dans les messages contradictoires. Alors, il y a une norme sociale omniprésente qui associe la beauté et la minceur. Et c'est transmis également dans le milieu familial, qui est, si on veut, récepteur de ce message qui est présent partout. Et également, il y a une préoccupation excessive à l'égard du poids qu'on remarque chez certains jeunes. C'est sûr que c'est une petite minorité, mais il reste que c'est présent. Et il faut se demander dans quelle mesure les messages de santé publique contribuent peut-être à cette préoccupation excessive. Par exemple, Charlotte, 13 ans, nous dit « Mon père m'a dit, là, il va falloir qu'on change tes habitudes. » Puis j'ai fait « Ben comment ça? » Il a fait « Là, tu as mangé plein d'affaires malsaines, puis ça se voit beaucoup sur ton apparence physique. » Là, j'ai fait « Hein, sérieux? » Et puis, je me suis regardé. J'ai passé comme 15 minutes à me regarder dans un miroir. C'est sûr que les jeunes, à cet âge-là, en fait, les adolescents, mais à 12-14 ans et plus tard également, c'est sûr que leur corps est extrêmement important. C'est normal qu'ils soient préoccupés par leur corps. Et donc, certaines remarques qui peuvent être très bien intentionnées par ailleurs, mais ça peut avoir un effet négatif sur leur estime de soi. Quelles seraient les implications maintenant pour l'action par rapport à la société? Évidemment, là, c'est tout un contrat, j'en conviens. Il faudrait travailler à rendre les normes sociales plus favorables à la saine alimentation, au mode de vie physiquement actif et à la diversité corporelle. Bon, je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Comment le faire? Ben, il y a toutes sortes de moyens. Évidemment, il faut avoir des stratégies multi-moyens, utiliser des multi-stratégies, je devrais dire. Et entre autres, ça peut comprendre de veiller à ce que l'expérience d'activité physique soit vraiment une expérience de qualité pour les jeunes.
Il faudrait veiller à ce que la culture alimentaire passe par une découverte et par la découverte et la convivialité. Par exemple, à l'école, à la cafétéria, c'est évident que, d'ailleurs, on a des expériences qui l'ont montré, simplement arriver avec un menu changé sans explication, c'est pas très vendeur, alors que des activités de découverte peuvent permettre d'inciter, disons, à essayer des nouvelles choses. Ensuite, la cohérence des messages. Évidemment, il faudrait veiller nous-mêmes à la cohérence des messages sur la saine alimentation et la diversité corporelle. Et il faudrait encourager les initiatives permettant aux jeunes de se conscientiser et de s'exprimer sur l'image corporelle. Évidemment, on peut faire en sorte que les jeunes deviennent plus critiques par rapport à certaines normes et deviennent éventuellement eux-mêmes des agents de changement. Je vais reprendre la présentation. Dans le fond, quand on est allé présenter les résultats préliminaires aux écoles qui avaient participé, dans le fond, les équipes écoles ou les gens qu'on a rencontrés disaient que ça confirmait leur évaluation de la situation des problématiques que les jeunes vivaient dans leurs écoles, que ça légitimait certaines interventions sur des pratiques à améliorer. Il y a des pratiques sur lesquelles ils travaillaient parce qu'ils savaient qu'elles étaient problématiques, puis ça légitimait, ça leur donnait un argument de plus pour faire avancer ça. Ça l'amenait aussi un nouvel éclairage sur certains aspects. C'est sûr qu'on ne réinvente pas la roue avec ce projet de recherche-là, mais ça va un peu plus loin sur mieux comprendre là, certaines problématiques. Ça nous amenait aussi une triangulation en recherche qualitative. On veut s'assurer que nos résultats sont crédibles. Alors, cette crédibilité-là vient d'une vérification auprès des personnes. Et puis, ça resensibilise les équipes écoles sur certains aspects des habitudes de vie chez les jeunes. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on a mieux compris avec ce projet-là? C'est que un des premiers constats, de grands constats, c'est que la famille est toujours le lieu des principaux repères entre 12 et 14 ans, tant pour l'alimentation que pour l'activité physique. Donc, des fois, c'est peut-être un moment qui est plus difficile pour les parents qui peut-être se désengagent un peu de ça en sentant qu'ils ont moins de prise sur leur enfant. Mais la famille est toujours le principal repère, il ne faut pas l'oublier. La sociabilité est plus importante que la santé pour la plupart des jeunes de 12 à 14 ans. Ça, c'était pas une surprise, mais ça reste qu'il faut penser sociabilité si on veut mettre des choses en place. Puis que les jeunes ados entendent le message sur la saine alimentation et l'activité physique. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils comprennent ou qu'ils sont capables de faire des modifications qui s'imposent, mais ils l'entendent puis il est dans le paysage. Les constats de la recherche appuient de nombreuses recommandations d'experts en prévention de l'obésité. Donc, si on revient maintenant à comment mieux intervenir auprès des adolescents et dans leur environnement socioculturel, en fait, il faut revenir aux éléments de l'environnement socioculturel, donc faire attention, vraiment prendre en compte les rapports sociaux, les normes sociales et les représentations de la réalité. Et en fait, il faut en tenir compte dans les milieux et dans les groupes. Nous, ce qu'on a fait, évidemment, ce n'est pas une réponse finale. En fait, je pense que ça nous aide à saisir un petit peu mieux ce que c'est, j'espère, l'environnement socio-culturel. Mais en fait, dans chaque milieu, il faudrait essayer de mieux comprendre ce que les jeunes vivent pour intervenir en tenant compte de ces divers aspects. En fait, pour terminer, si on retient vraiment la synthèse de l'essentiel, en alimentation, il faudrait plus de cohérence dans le discours et dans l'offre. En activité physique, moins de pression et plus de possibilités. Et pour ce qui est des normes corporelles, promouvoir le bien-être et la diversité. Donc, on termine là-dessus et comme je pense qu'on a réussi à tenir le temps à peu près pour vous permettre de poser des questions, mais je voudrais juste vous présenter les publications qui découlent très rapidement là, de cette recherche. Mais celui-là, vous le connaissez, en fait, c'est le topo numéro 7. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a quand même une série de publications. Et déjà, en 2011, on avait publié la recension des écrits qui donne pas mal de jus sur, en fait, ce qu'on a appelé là, les dynamiques adolescentes, en fait, les caractéristiques propres au développement des adolescents à cet âge-là particulier. Et puis, il y a le rapport de recherche, évidemment, qui reprend certains éléments, peut-être disposés un peu différemment là, que dans le topo. Et au rapport, il y a les annexes qui sont très importantes. Et j'invite toutes les personnes qui voudraient aller plus loin dans si vous voulez, dans le concret des propos des jeunes. À l'annexe 1 du rapport, il y a la présentation détaillée des résultats. Et là, il y a beaucoup de concret. Il y a environ 80 pages d'analyse
des propos des jeunes. Et je pense que ce serait vraiment intéressant pour les jeunes, pour les personnes qui veulent aller plus loin, de lire cette annexe. Voilà, merci. Merci. Alors, pour la période de questions, vous pouvez composer le carré 6 pour désactiver le mode discrétion. On a une première question de Mme Deslandes qui demande « Pourquoi avez-vous ciblé les 12-14 ans? » Ben, je peux répondre rapidement. Les 12-14 ans, parce que si on regarde un peu les statistiques, les données populationnelles, c'est un âge où il arrive une problématique. On a l'impression qu'il y a une diminution des apports en fruits et légumes à cet âge-là. Et par ailleurs, c'est une période charnière, puisqu'on ne pouvait pas examiner l'ensemble des groupes d'âge adolescents. On a choisi celui-là parce que c'est une période, effectivement une période charnière. C'est le début de l'adolescence. C'est le moment où les jeunes commencent à se poser des questions sur leur place dans la société, dans leur communauté, dans leur famille même. Donc, ça nous semblait, puis évidemment, il y a des lectures qui nous ont inspirés et qui nous ont dit que, il y a une recherche qui avait été faite en France. Ça se retrouve dans un livre du sociologue François de Saint-Gly, qui avait été intitulé son livre « Les ados naissants ». Et donc, cette étude, au tout début de l'adolescence, était là aussi pour nous inspirer théoriquement, et c'est pour toutes ces raisons-là, en fait. Je vais juste ajouter, si tu permets, Gérald, une dernière raison, c'est aussi que dans les données québécoises qu'on avait, les 12-14 ans avaient des forts pourcentages d'embonpoint, mais aussi d'insuffisance pondérale. C'était un moment où il y avait les deux problématiques qui se présentaient. On trouvait aussi que on voulait pousser la réflexion par rapport à ce résultat-là un peu incohérent. On a un commentaire de Simon Pelletier qui dit « Pas de comparaison entre ville et région ». Non, c'est vrai. Non, c'est ça, nos données ne permettent pas de le faire. C'est sûr qu'au tout début, quand on a conçu la recherche, on aurait aimé pouvoir le faire plus de comparaisons aussi entre garçons et filles, on n'en a pas fait énormément. C'est comme on a embrassé assez large activité physique et alimentation et plusieurs aspects d'environnement. On n'a pas pu concevoir cette recherche-là pour aller chercher des données assez précises là, pour comparer entre milieu urbain et rural, par exemple. OK. Est-ce qu'on pourrait peut-être aller au téléphone s'il n'y a pas d'autres questions dans le module conversation pour le moment? Alors, pour activer votre ligne téléphonique, composez le carré 6 si vous avez des questions. Oui, bonjour. Bonjour. Question, il y a un commentaire. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Alors, compte tenu d'un commentaire des profs d'éducation physique que vous avez mentionné, ils ont dit que les jeunes étaient moins intéressés à l'activité physique. Est-ce que vous pensez, d'après votre expertise, que les activités de la vie quotidienne, entre autres le déplacement actif, pourraient être un avantage et inciter davantage les jeunes? Et je pense, entre autres, le fait de déplacer le débarcadère de belvédère scolaire des autobus. Est-ce que ça pourrait être un élément intéressant pour redonner l'intérêt aux jeunes de bouger et sans qu'ils s'en rendent compte en fait par une activité de la vie quotidienne? Et le commentaire que j'aurais aussi, c'est que est-ce qu'il est possible d'avoir le nom des 4 écoles qui ont participé à votre expérience? Bon. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ce que vous entendez par déplacer le débarcadère? Moi, je m'excuse, je ne connais pas assez le contexte précis auquel vous faites référence, là. Est-ce que vous pourriez expliquer? Oui, bien, disons que nous avons ici au Bas-Saint-Laurent une expertise, en fait une expérience en cours qui consiste à déplacer le belvédère scolaire, l'autobus scolaire à 500 mètres d'une école, de façon à ce que les jeunes puissent se déplacer à pied là, pour se rendre à l'école. Et bon, jusqu'à date, l'expérience est encore en cours, mais on pense que ça pourrait être effectivement une solution intéressante pour inciter les jeunes à bouger plus. Moi, personnellement, je trouve ça intéressant. Toute expérience locale me semble intéressante au sens où, lorsque les gens qui connaissent leur environnement ont des idées pour
faire bouger les choses, je pense que c'est bon. Mais je fais le lien avec nos résultats. C'est sûr que c'est un des plus grands constats qu'on a fait par rapport à l'activité physique, de remarquer qu'il y a des jeunes qui se considèrent eux-mêmes pas très actifs ou pas bons, ou ils ont toutes sortes d'expressions, puis qui sont, si on veut, qui sont, comment dire, vulnérables à certains commentaires autour d'eux. Mais alors qu'ils seraient capables, qu'ils ont un intérêt pour l'activité, ils ont un intérêt pour bouger, mais souvent, peut-être que les cadres ne sont pas parfaitement adaptés à leurs possibilités. Et le fait d'avoir, disons, d'expérimenter, sans être sûr de quelle est la meilleure solution, mais je pense qu'expérimenter en documentant et en évaluant ce qu'on fait, je pense que c'est une excellente idée. Pour ce qui est des noms des écoles, je ne sais pas, vous avez seulement qu'à regarder. En fait, on est toujours pris un petit peu avec la condition de protection de l'identité des jeunes. Comme on vous a dit, on avait donné évidemment des pseudonymes, tous les noms qu'on a dit dans notre présentation, c'est des pseudonymes. Mais donc, en fait, on est toujours pris là, pour essayer d'en donner un peu pour que les gens comprennent de quoi on parle, mais le moins possible qui pourrait permettre d'identifier les jeunes qui parlent. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est sûr que dans le topo, on remercie, dans les remerciements, on remercie les directeurs des écoles. Donc, c'est très facile de voir, je pense, où sont ces directeurs d'école pour ceux qui veulent vraiment le savoir. Mais notre point de vue, c'est simplement d'essayer de protéger l'identité des jeunes. Je comprends très bien, je vous remercie. On a un commentaire de Mme Lavigne qui dit que c'est une excellente présentation. Et est-ce qu'il serait possible d'obtenir la version électronique? Alors, Gérald, vous l'avez précisé tout à l'heure, ça va être sur le site Internet de... Ça va être sur le site de l'Institut national de santé publique, mais précisément, on pourra le retrouver à la page web de la collection Topo. Et donc, c'est www.inspq.qc.ca/topo. OK, je vais l'ajouter dans le module conversation et le lien sera actif, donc vous pourrez y aller dès maintenant, dans quelques instants. Un petit truc que je ne devrais peut-être pas vous dire, mais je vous le dis quand même, si vous faites collection Topo sur Google, vous y arrivez à la page Topo. Commentaire de Mme Tremblay. Comment avez-vous sélectionné ou tiré au sort vos 49 adolescents? Dans le fond, on a approché 4 écoles, c'est surtout à partir des 4 écoles, et on a demandé aux équipes écoles de ces écoles-là de nous identifier des jeunes qui avaient des choses à dire. Alors, des jeunes qui étaient quand même assez moto-verbaux, qui pouvaient, pas nécessairement des jeunes qui étaient particulièrement qui étaient plus performants au scolaire que d'autres, mais des jeunes qui pouvaient parler. Parce qu'on s'était rapidement aperçu que c'était très facile d'avoir des entrevues où on posait des questions et il n'y avait pas beaucoup de développement au niveau des réponses. Alors, c'est vraiment ça notre premier critère pour la sélection des jeunes. Je voudrais juste ajouter, préciser ce que Marie-Claude vient de dire, c'est que, en fait, les directions d'école n'ont pas désigné des jeunes, c'est important de le dire. Là. En fait, ils lançaient une invitation aux jeunes qui avaient envie de s'exprimer là-dessus. Donc, c'est sûr que c'est une limite de l'étude en même temps, là, parce qu'on n'a pas fait une sélection, disons, dans chaque école, de 5 jeunes qui auraient un profil de saine alimentation, puis 5 jeunes qui n'auraient pas le même profil. Donc ça, vraiment, c'est fait au hasard, au sens où les jeunes se sont portés volontaires pour participer à la recherche. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions au téléphone? On va retourner un petit peu au téléphone. Non? OK. Un commentaire qui vient d'apparaître. Je ne le vois pas, par exemple. Est-ce qu'il serait intéressant de voir si les mêmes comportements se retrouvent aussi chez les plus jeunes? Est-ce que certains travaux sont en cours? En fond, nous, comme on disait tantôt, on a vraiment analysé les 12-14 ans parce que c'est une période de transition puis il y a des problématiques particulières. Il n'y a pas d'autres travaux en cours qu'on connaisse qui ont lieu chez les plus jeunes, mais c'est sûr que ce serait intéressant de refaire le même travail, pas juste selon les groupes d'âge, mais selon le milieu propre. Alors, c'est-à-dire qu'une personne qui veut s'intéresser au socioculturel
dans son école, ben, il faut qu'elle aille un peu plus loin que ce qu'on nous on propose, qui sont vraiment des grands traits, mais de voir plus précisément dans cette école-là quelles sont les dynamiques en place. Mais c'est évident que pour les 9-11 ans, ce serait quelque chose de très intéressant parce que c'est vraiment le début de l'adolescence pour les filles, la puberté. Alors, il y a peut-être des choses un peu différentes que chez les 12-14, mais ce serait très intéressant chez les 18-24 ans aussi, qui est une tranche d'âge où comme ils sont jeunes adultes, on n'a pas beaucoup d'informations en santé publique sur eux non plus. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait dans plusieurs contextes. Là. Okay. Manfredi Silvio demande quelle priorité donnaient les adolescents au plaisir de bouger et bien manger. En tout cas, moi, je me souviens, pour bien manger, il y a vraiment, il n'y a pas une fois dans les 49 entrevues que quelqu'un a parlé du plaisir de manger. Donc, ça nous a beaucoup déçus, étant nous-mêmes assez épicuriens. Mais il y a vraiment le plaisir de manger, c'est pas quelque chose dont on nous a parlé. Ça ne veut pas dire que c'est pas là. Il n'y avait pas de questions précises sur cet aspect-là, mais on nous a beaucoup plus parlé de restrictions, de qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire, de cochonneries, de malbouffe, de bonne bouffe, que du plaisir de manger très, très peu. Au niveau de l'activité physique, peut-être que c'est plus... Moi, Au niveau de l'activité physique, je peux pas faire beaucoup plus finalement que de répéter un petit peu ce qu'on a dit précédemment, mais en fait, c'est ça, c'est que le plaisir de bouger n'est pas là non plus spontanément. Probablement que, oui, bon, on a un peu de tout, c'est sûr. Là. Il y a des jeunes dans notre échantillon qui participent à des activités sportives, mais ce qui était, disons, préoccupant pour nous, c'est de voir que ça existe, que des jeunes pourraient être actifs et qui ne le sont pas parce que les conditions ne sont pas vraiment favorables. Là. Pas seulement une question d'environnement physique, mais une question de climat social qui ne favorise pas le fait qu'ils soient en confiance par rapport à l'activité physique. C'est ça qui nous a, si vous voulez, préoccupés le plus. Mais il y a quand même dans l'échantillon quelques jeunes qui étaient actifs, sportifs, et qui disaient y trouver beaucoup de plaisir. Et comme aussi les jeunes qui parlent des activités informelles, ça c'est un aspect positif, disons, de cette tension entre le formel et l'informel. Donc il y a quand même plusieurs témoignages de jeunes qui disent avoir du plaisir quand ils jouent avec leurs frères, leurs sœurs, leur famille. Un exemple une entrevue, je ne sais plus le nom de la jeune fille, mais c'est une jeune fille qui dit justement qu'elle ne se trouve pas très bonne, pas très active, tout ça. Puis, en parlant, elle nous raconte qu'elle a conçu une course à relais pour ses petits frères et petites sœurs à la maison. Puis bon, des choses comme ça, tu te dis, franchement, ces jeunes-là sont vraiment motivés par l'idée de bouger, mais c'est que peut-être qu'on n'a pas la bonne façon, nous, de le voir et de les encourager. Un commentaire de Sandy Bébé. Il y a du travail à faire dans les écoles. Les ados n'aiment pas d'avoir les résultats visibles sur le mur, par exemple, une question de respect. Effectivement, ça c'est. Il y avait une des écoles où on est allé où les jeunes nous ont parlé d'avoir les résultats qui étaient affichés, des résultats surtout de course à pied, comme l'extrait que Gérald nous a donné. Et ça, c'est vraiment une pratique qui ne devrait plus avoir cours dans les écoles. Ça démotive les jeunes et les non-performants se trouvent vraiment complètement stigmatisés dans ces situations-là. Donc, il faut, je pense, sensibiliser les éducateurs physiques à ne plus avoir ce genre de pratique. OK. Une question maintenant de Catherine Denis. Est-ce qu'il y a une transmission de ces résultats des associations de parents est prévue, considérant l'importance des constats formulés face aux influences du milieu familial? Moi, je le prendrais comme une bonne suggestion. J'avoue que ce n'est pas quelque chose qui est prévu dans un plan de diffusion, mais association de parents, ça pourrait être une idée intéressante, absolument. Moi, je le prends comme une bonne suggestion. Patrice Larrivée, en fait, il dit effectivement comment renforcer auprès des parents l'importance des repères en milieu familial. Je pense que en tout cas, pour le milieu familial, c'est une sphère où en santé publique, on n'intervient pas. Ça ne fait pas partie du champ de nos actions.
en tout cas dans la prévention de l'obésité, on pense pas souvent au milieu familial comme étant un milieu où on pourrait avoir des actions. Pourtant, ici, ça semble, comme je l'ai dit, vraiment quelque chose d'important. Puis moi, j'ai une fille qui a 12 ans, donc elle avait 8 ans au début du projet, mais elle a maintenant 12 ans, puis je vois comment, dans le fond, comme parent, je pourrais me désengager de ça parce que les difficultés de l'autonomisation de l'adolescence peut nous décourager ou nous dire qu'on n'a plus de place, quand dans le fond, on en a encore beaucoup plus que qu'est-ce que le jeune peut-être nous dit ou nous réfléchit quand on est en interaction avec lui. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis, effectivement, une diffusion à des associations de parents pourrait être intéressante dans ce contexte-là. Mais je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. Évidemment, l'Institut est surtout en soutien au réseau et aux intervenants du réseau. Donc, peut-être quelque chose qui pourrait être fait là, auprès d'une association provinciale, par exemple. Mais je pense que c'est peut-être encore plus important pour les intervenants de se saisir, en fait, beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment, de se saisir de ça et de voir comment, auprès d'une association locale ou auprès du conseil d'établissement de l'école, il y aurait moyen de rejoindre les parents. Parfois, il y a des bulletins également, il y a des bulletins qui sont distribués dans beaucoup d'écoles. Il y a peut-être moyen d'intervenir par ces biais. OK. Alors, Simon Pelletier qui a un commentaire, la famille joue un rôle clé. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y en a une. Devrions-nous alors considérer élargir notre champ d'intervention et inclure des consultations avec les parents? Votre recherche n'aurait-elle pas pu contenir des entrevues auprès des parents? Souligne Patrice Larrivée. Effectivement, ça aurait été intéressant de faire des entrevues auprès des parents parce que là, on a un côté, on a la perception des jeunes et c'est ça qu'on souhaitait avoir. Maintenant, comme le disait Gérald, nous, on est vraiment en soutien au réseau de santé publique et c'est à lui de faire rayonner ça plus loin que nous. On peut le faire dans le cadre de notre travail ici à l'Institut. Mais, alors, le milieu familial, c'est quand même un milieu de vie qui est important. Hein. C'est indéniable. Puis, nos résultats renforcent effectivement l'influence de ce milieu-là pour les jeunes, pour des jeunes adolescents. Mais ceci dit, il faut accepter le commentaire là, comme c'est un peu mettre le doigt sur une autre limite de l'étude. Finalement, ces études-là ont toujours aussi des limites et ça, c'en est une. Effectivement, interroger les parents aurait apporté d'autres données complémentaires très intéressantes. On retourne au téléphone. Est-ce que vous avez des questions de vive voix à poser? Suzanne Lavigne, ces mêmes constats fort pertinents seront-ils également présentés aux directions d'école en milieu scolaire? Je préfère répondre à cette question, Gérald. Écoutez, on l'espère bien, mais c'est-à-dire que, comment vous dire ça? Nous, je répète qu'on est en soutien au réseau et en fait, je pense que c'est ce qu'on s'est fait dire par les directions, par les représentants des directions régionales de santé publique qui participent à la table de concertation nationale en promotion-prévention. On s'est fait dire que la responsabilité revient surtout aux milieux régionaux de prendre les moyens pour rejoindre les écoles. Donc, c'est en réponse à cette demande explicite de la TCNPP qu'on a proposé de distribuer des exemplaires, parce que dans le cadre de cette recherche, on avait des fonds qui nous permettaient, qui pouvaient être attribués à la diffusion, donc ça nous a permis d'imprimer des exemplaires qu'on a distribués dans les diverses régions. Et c'est pour répondre à cette demande des régions, donc on a aussi voulu vous offrir un webinaire et puis de faciliter encore, de favoriser l'appropriation des résultats de la recherche. Parfait. Est-ce que je suis assez clair? C'est peut-être un peu embrouillé mon affaire. Vous pouvez me redemander de préciser si ce n'est pas assez clair. On a une autre question sur est-ce que les résultats seront diffusés dans le réseau scolaire. En fond, nous, on ne fera pas de diffusion directe dans le réseau scolaire. Alors ça c'est un point à noter. Dans le fond, la diffusion dans le réseau scolaire devrait se faire par les directions régionales de santé publique. C'est comme ça qu'on nous a orientés pour la diffusion. C'est l'entente qui a été prise. Est-ce qu'on prévoit répéter la recherche auprès d'un autre groupe d'âge, comme les 15-18 ans?
Pour le moment, la réponse est non. Il n'y a pas rien de prévu dans un court ou un moyen terme pour répliquer la recherche auprès d'un autre groupe d'âge. Il faut trouver des fonds de recherche. Alors, il n'y a pas rien qui se présente en ce moment pour répéter dans un autre groupe d'âge, mais comme je le disais tantôt, ce serait d'un intérêt certain de le refaire. Moi, je dis la perche tendue là, pour dire que on n'a pas un projet précis de cet ordre-là, disons, de répéter ce qu'on a fait ici avec les 12-14 avec une autre tranche d'âge. Par contre, on a un autre projet qui est d'essayer d'examiner ce qu'on pourrait appeler le modèle alimentaire québécois, qui, là, cette fois-là, c'est un projet qui serait plus centré sur l'alimentation. Mais on a le projet d'examiner ce qu'on appelle, comme je dis, le modèle alimentaire québécois. On se demande si nos manières de manger, nos choix alimentaires, nos habitudes alimentaires, dans quelle mesure il y a des choses qui sont inscrites dans notre culture au Québec et qu'il faudrait mieux comprendre pour arriver à intervenir de façon encore plus intelligente avec la culture plutôt que contre, comme disent certains auteurs. Et là, dans ce cadre-là, à l'intérieur d'un projet où on va essayer de comprendre le modèle alimentaire québécois, il y a des tranches d'âge qui pourraient être examinées, puis on pourrait faire le choix d'aller vers, par exemple, cette tranche d'âge-là. Ça, je ne peux pas le prévoir à l'avance, mais c'est sûr qu'à l'intérieur d'un projet sur le modèle alimentaire, il faudra qu'on pointe éventuellement qu'on focalise notre regard sur des choses plus précises. Et, encore une fois, on peut retenir ça comme une suggestion. Si vous avez des arguments pour nous dire, selon vous, pourquoi cette tranche d'âge serait plus importante, ça sera bienvenu aussi. La prochaine question, c'est votre échantillon contenait-il des jeunes de différents milieux ethniques ou socio-culturels, des Autochtones ou des Métis? Des Autochtones ou des Métis, je ne crois pas. Par contre, il y avait quand même un pourcentage assez important d'enfants d'immigrants ou immigrants eux-mêmes. Quelle proportion, je ne sais pas. Puis évidemment, c'était concentré à Montréal, mais je dirais qu'il y en avait quand même. Oui, il y en avait quand même. Il y en a dans les autres écoles, là, il y en avait au moins un jeune qui était d'une autre culture, au moins dans chaque école. Puis évidemment, dans l'école montréalaise, je pense qu'il y était une majorité qui provenait d'autres cultures. Mais encore une fois, on n'a pas pu, nos données ne permettent pas de faire des comparaisons, là. On a pris l'ensemble de notre échantillon ensemble pour faire l'analyse. Dernière question? J'aurais un commentaire au téléphone. Oui, allez-y. Oui, c'est Paul Saint-Amand de la DSP en Abitibi-Témiscamingue. Comme vous le disiez d'entrée de jeu, là, votre document est surtout là, une confirmation de ce qui était déjà connu, soit par l'avis scientifique de Kino Québec pour ce qui a trait à l'activité physique ou par les guides des meilleures pratiques en promotion-prévention d'écoles en santé. Donc, c'est un bel outil de validation. Là, je fais du pouce sur les questions de mes collègues des autres régions. Chez nous, ce qu'on a fait, c'est que l'enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire, 2010-2011, on a fait des fascicules pour chacune des thématiques, donc notamment celle sur l'alimentation, l'image corporelle, l'activité physique. Et on est parti des recommandations de l'INSPQ et de Kino Québec en ce qui a trait à la famille, au milieu communautaire, aux écoles, après ça les municipalités, ainsi de suite. Et je pense que c'est de notre responsabilité, nous les DSP au niveau régional, d'utiliser ce que l'INSPQ fait, ce que les autres acteurs nationaux font, et de les diffuser. Donc, nous, on a fait un fascicule et aussi on a fait des visioconférences avec les principaux intervenants dans chacun des territoires des MRC de notre région pour présenter chacun des modules un à la fois. Donc, c'est une formule qui est vraiment gagnante. On a une trentaine de participants de plusieurs secteurs à chacune de nos présentations. Donc, je propose cette avenue-là à mes collègues qui est gagnante, une avenue qui est gagnante puis qui est appréciée par les participants. Un dernier commentaire de ma part, il faudrait faire attention pour ne pas glisser aussi, pour ceux qui ont fréquenté le monde scolaire, on a tendance à en mettre pesant sur le dos des parents. Il ne faudrait pas que l'outil qui nous est présenté aujourd'hui
devienne un argument de plus, le milieu scolaire, pour mettre de la pression sur le dos des parents. Je pense que c'est important que les réseaux scolaires prennent ses responsabilités d'éducateurs et qu'ils soutiennent les parents dans leur initiative. C'est une sensibilité que j'ai personnellement. Merci. Merci beaucoup pour votre commentaire qui est enregistré. Pour ceux qui s'intéressent à l'activité physique des jeunes du primaire, 6, 11, 12 ans, une recherche semblable a été réalisée par Pierre-Anne Paquet-Gagnon de la DSP de Chaudière-Appalaches. C'est une ressource additionnelle pour les gens qui en souhaiteraient une en 2004-2005. C'est un peu un commentaire de Benoît Laberge. Bon, on ne connaissait pas cette recherche, mais maintenant, on pourra aller la consulter. Oui. Il reste 3 minutes. Alors, dernière question? Peut-être pas mal Ben, complet. c'est ça, je pense que vous pouvez conclure. Ben, moi, peut-être que 3 minutes, c'est très court, là, mais est-ce que je peux poser une question? Non, mais c'est pas juste, j'annonce à tout hasard, puis s'il y a un commentaire, tant mieux, mais est-ce que, d'après, pour les personnes qui sont là à l'écoute, est-ce que dans votre milieu, vous avez sûrement une connaissance de votre milieu qui est plus grande que la nôtre, qui est plus précise, qui est plus fine? Est-ce que ça vous semble... bon, il y en a un commentaire qui vient nous dire que c'est une confirmation, mais d'autres études. Mais pour vous, dans votre milieu, est-ce que ça a une résonance quand vous lisez des choses comme ça? Bon, en tout cas, j'attends pas nécessairement... je ne laisserai pas le silence pour laisser rentrer la réponse. Là. Mais donc, pour conclure, je n'avais pas pensé à faire une véritable conclusion à la suite de ça. Mais on est très satisfait, en tout cas, de la manière dont cette recherche s'est déroulée. Pour nous, ça a été une très, très bonne expérience de collaboration avec des chercheurs universitaires de l'Université de Montréal et de l'INRS. Et Marie Marquis, qui était responsable de l'étude, a été vraiment... la collaboration avec elle était vraiment stimulante et on espère en tout cas que les résultats seront utiles. Alors voilà, merci beaucoup. Tout le monde est en train de te répondre. Merci. Au revoir.